Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV, diffusé évidemment sur Figaro TV Île-de-France, Figaro Live et Figaro Radio. Ça va Damien ? Super Nicolas, j'étais en train de réviser. Vendredi, on est content, hein, c'est bien. Ah oui, on a. Et surtout, on termine la semaine en beauté avec sur ce plateau un visage familier, celui d'une présentatrice qui n'hésite jamais à appuyer là où ça fait mal, que les sujets qu'elle incarne interrogent, divisent ou rassemblent d'ailleurs la société. Son magazine d'enquête nous plonge toujours au fond des choses, telle une immersion dans la France d'aujourd'hui. Bonjour Marie Drucker. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir. Mardi soir, en prime time, France 2 diffuse une soirée inédite de France grand format avec un documentaire de 90 minutes qui sera suivi d'un débat que vous animerez. Et ce sujet est bien entendu l'un des sujets qui préoccupe le plus les Français avec l'emploi. Ce sera celui du logement. Et vous y allez fort d'entrée, il faut le dire, en affirmant que jamais notre pays n'a connu pareille crise du logement qu'on est en train de traverser. Est-ce qu'en attaquant comme ça d'entrée, vous n'avez pas peur que tous les spectateurs fuient en courant, Marie ? Non, parce que je pense qu'au contraire, comme vous venez de le dire, c'est l'une des préoccupations majeures des Français. Oui. Ça concerne tout le monde, vous, moi, toutes les classes socio-professionnelles, je bafouillerai pas par ce soir. Et ça concerne tout le monde. Les taux d'intérêt, ça concerne tout le monde. L'effondrement de la construction, ça concerne tout le monde. Chercher un logement, que l'on soit une famille monoparentale, une famille nombreuse, à louer, éventuellement acheter, à construire, ça concerne absolument tout le monde. Et c'est une crise sans précédent. Alors d'ailleurs, le titre de l'émission, c'est « Logement immobilier, oui. Est-ce la loi de la jungle ?» C'est à ce point, Marie, la loi de la jungle ? C'est la loi de la jungle. Alors ce qui est intéressant dans l'enquête documentaire qui va précéder le débat en plateau, c'est qu'on voit absolument toutes les facettes du secteur. C'est-à-dire des gens qui ont, on commence d'ailleurs, puisque vous l'avez vu, le documentaire par une famille, absolument, un couple, on va en parler après, ils gagnent 6 000 ou 6 500 euros net à eux deux, ils habitent une roulotte sur un terrain vague, donc le film expliquera pourquoi, on va peut-être pas le faire ici, mais et ils sont représentatifs, c'est-à-dire que c'est pas un cas isolé, on est allé chercher un cas dramatique et caricatural, non, ce n'est pas un cas isolé. 6 000 euros net, c'est beaucoup d'ailleurs. Mais bien sûr que c'est beaucoup. Plus que les plus pauvres, effectivement. Donc on verra pourquoi, on verra comment parfois des propriétaires se retrouvent coincés à louer des appartements à des gens qui ne les entretiennent pas, qui ne répondent plus aux messages, qui ne veulent pas partir. L'inverse des locataires qui tombent sur des propriétaires épouvantables, des agents immobiliers qui ont eu un marché florissant pendant des années et qui maintenant sont presque en train de mettre la clé sous la porte parce qu'il n'y a plus de biens, des propriétaires qui veulent vendre pour acheter éventuellement un peu plus grand, un peu une surface extérieure, un petit balcon, etc. Finalement, ils ne le font pas parce qu'ils perdent de l'argent potentiellement sur leurs biens. Oui. Ils le vendraient moins cher que ce qu'ils l'ont acheté, donc ils ne pourront pas racheter autre chose. Donc c'est à la fois la quadrature du cercle et la loi de la jungle. Et on va vous expliquer pourquoi. Ça, c'est un vrai teaser de film d'horreur que vous allez voir. Mais évidemment, c'est une crise qui nous touche tous et on va en parler dans un instant. On va tout savoir sur cette émission événement et aussi sur les autres projets de Marie Drucker. Ce sera après les news médias de Damien Canivez. On démarre sur News Média, Damien, avec une annonce toute fraîche qui a fait l'effet d'une bombe ce matin, la vente de BFM TV. Oui, c'est un petit séisme dans le paysage audiovisuel français. On l'a appris ce matin, le groupe Altis Média, détenu par Patrick Drahi, va être vendu au milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé, patron du groupe CMA-CGM, qui détient déjà les journaux, on le rappelle, La Provence, La Tribune, ainsi que 10% d'M6. Alors le groupe Altis Média, c'est bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, la radio RMC, RMC Story aussi pour la télévision, RMC Découvert et bien sûr BFM TV. La première chaîne d'info de France change ainsi de propriétaire. La vente devrait être en principe effective d'ici la fin de l'été, juste avant le processus de renouvellement des fréquences TNT par l'Arcom. Ce qui est malin, effectivement, puisque si vous le faites juste après, c'est considéré comme du trafic de chaîne. Même une chaîne d'info qui change de main, après tout. Une chaîne d'info, est-ce qu'il faut plus surveiller entre les mains de qui elle tombe, Marie, à votre avis ? Oh là, alors moi, ce qui est bien, c'est que je vous avais annoncé mon intention de ne rien commenter. Et donc, vous allez vous tenir à cette promesse.
Je vois les paroles de Damien. Je m'informe également parce qu'il y a certainement des choses qui m'ont échappé. Alors on continue ces news avec l'audition de Cyril Hanouna à l'Assemblée nationale. Ça, je pense que vous en avez entendu parler. L'animateur, producteur de Touche pas à mon poste était auditionné au Palais Bourbon ce jeudi 14 mars dans le cadre de la commission d'enquête TNT. Alors, des moments assez drôles d'ailleurs. Hein. Oui, il faut reconnaître, c'était un peu tendu parfois, mais aussi de temps en temps drôle. Je vais vous en parler un petit peu. Devant les députés, Cyril Hanouna est revenu sur les différentes sanctions prononcées par l'Arcom à la suite de dérapages, de séquences jugées problématiques. Il a indiqué qu'il lui est arrivé de faire des efforts aussi sur son salaire pour amortir la facture des sanctions qui incombent donc à il en a eu beaucoup. Il en a eu beaucoup, ouais. Plusieurs millions d'euros d'ailleurs. Et surtout, il a dénoncé un acharnement visant, je le cite, à le faire sortir du paysage audiovisuel. Alors au cours de cette session de questions-réponses, il a dû aussi défendre le pluralisme des opinions qui s'expriment dans TPMP. Alors c'est vrai que je ne vais pas vous dévoiler ici l'intégralité de tous les échanges parce que ça a duré de très très longues minutes. Si, allez-y, on a tout le temps. Franchement, là, ce serait faire insulte à votre documentaire, on n'aurait pas le temps d'en parler. Mais ce qu'il faut souligner effectivement, c'est qu'il y a eu des moments très tendus et aussi des moments très drôles. Il est apparu certes beaucoup plus sérieux, mais il a su effectivement aussi faire quelques boutades dont lui seul a le secret. Une députée qui a terminé son temps de parole. Poser une question qui n'en finissait plus. Qui était très longue. Il a dit dans Fort Boyard, vous auriez perdu la clé. Quand le président de la commission, Quentin Bataillon, rappelle que les échanges se concluront à 16h30, il lui explique que non seulement il doit filer vers les studios de C8 pour y animer son émission, mais qu'en plus de ça, c'est l'heure de son goûter. Bon, je ne vais pas vous demander ce que vous pensez de Cyril Hanouna, parce que vous allez encore me dire non, mais il y a une partie de cette audition qui repose sur le fait, de la frontière ténue qui existe entre l'info et le divertissement, ce qu'on appelle l'infotainment. Il y en a des talks comme ça. Est-ce que c'est pas nouveau. Est-ce que vous pensez que c'est difficile, surtout dans le monde actuel qui est très clivé, très communautarisé, d'avoir une vraie mission d'infotainment qui mélange à la fois le sérieux, le pas sérieux, le politique. Alors je veux dire, politique. c'est pas pour botter en touche. Je n'ai pas la réponse. Moi-même, ça fait déjà plus de 7 ans, enfin à peu près 7 ans que j'ai une vie professionnelle qui m'éloigne un peu de toutes ces questions-là. Mais moi-même, je me souviens avoir présenté le journal il y a des années sur Canal+, dans des émissions d'infotainment. C'était le Grand Journal, par exemple, ou Léa Salamé aujourd'hui, donc je vois pas du ou tout, Yann Barthès. Je vois pas la nouveauté, ni même la nouveauté de se poser la question, en fait. Après, c'est simplement une question de point de vue, effectivement. On continue ces news médias avec Léa Salamé qui s'est mis en retrait de France Inter. Oui, dès la fin mars. Qui va se mettre. Oui, ce sera à partir de la fin mars. La présentatrice de la matinale de cette station publique lâchera temporairement les rênes de l'interview politique en raison de la campagne en vue des élections européennes. Léa Salamé partage l'avis de Raphaël Glucksmann, tête de liste conjoint de Parti Socialiste Place Publique. Et c'est Yael Gouze, le chef du service politique de France Inter, qui va donc assurer l'intérim. Marc Fauvel, le directeur de la rédaction de France Inter, précise dans Le Parisien qu'il n'y a pas l'ombre d'une tension avec Léa Salamé et que cette décision est essentielle pour protéger la chaîne et respecter la confiance des auditeurs. Quand on le dit, c'est peut-être qu'il y en a quand même des tensions, mais en 2024, c'est normal qu'une femme se mette en retrait, Marie, à votre avis? Moi je veux dire que Léa Salamé, elle a dit beaucoup de bien du film de Stéphane Brisé. C'est vrai qu'il sera votre film, c'est ça. Donc je l'embrasse pour ça. Vous êtes la co-scénariste, je crois, c'est ça. Donc je l'embrasse pour ça, voilà. Et on termine avec le chiffre du jour, c'est le 2. Oui, c'est le nombre de femmes envers lesquelles Stéphane Plaza est accusé de violence conjugale. Le parquet a annoncé ce jeudi que l'animateur d'M6 sera jugé devant le tribunal correctionnel de Paris à la fin de l'été 2024. Il est soupçonné de violences physiques et psychologiques ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours. Stéphane Plaza a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de soins et il a interdiction d'entrer en contact avec les plaignantes. L'agent immobilier préféré des Français était entendu depuis mardi sous le régime de la garde à vue dans un commissariat parisien. Et on précise qu'il est présumé innocent, évidemment, jusqu'à preuve du contraire. Et M6 n'a toujours pas réagi. Non. Ni en suspendant quoi que ce soit. Ces émissions sont pour l'instant maintenues. C'est fini? C'est terminé, je n'ai plus rien. Déjà, vous avez eu 4 infos. On a eu des news. On aura d'autres dès lundi, si vous êtes sage. Damien va bien travailler ce week-end. On passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Marie Drucker. Mardi soir, en prime time, France 2 diffusera une soirée inédite de France Grand Format avec un documentaire de 90 minutes, suivi d'un débat, une soirée consacrée à l'immobilier et la crise terrible du logement, à propos duquel vous dressez un constat assez alarmant, on en a parlé en introduction. Surtout, on a l'impression, depuis le Covid et la fin du Covid, qui est un peu le point de départ, en fait, de votre enquête et du magazine. Oui, parce que aucun secteur n'a échappé évidemment à cette période qui a eu des répercussions sur tous les domaines. Évidemment, la santé
en premier lieu, mais évidemment avec des répercussions à long terme sur différents secteurs. Les gens se sont précipités pour acheter des biens qu'ils n'auraient sans doute pas voulu ou pu acheter au moment du Covid. D'ailleurs, on voit cet agent immobilier qui raconte, elle met les dossiers sur la table, elle dit ça c'est les dossiers d'après le Covid et ça c'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, donc, il y a une pénurie de biens à vendre. On le voit aussi sur le marché de la location, dans le documentaire, où outre les conditions absolument folles qu'il faut réunir pour prétendre louer un logement, on voit ce couple donc, qui, avec 6 000 nets à eux deux par mois, vit dans une caravane, que ça se joue à 10 minutes. Et il y a cette phrase, moi, que je trouve assez déchirante, mais qui est une réalité, c'est cette même femme, justement, qui a 48 ans et qui dit quand je vais visiter un appartement, j'ai la boule au ventre, comme quand je vais à un entretien d'embauche. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, en fait, la difficulté. Donc, et on voit des gens qui, pour un appartement qui n'est pas idéal, qui est trop petit, qui, ne pas dormir de la nuit en se disant est-ce que je vais être choisi finalement pour avoir l'autorisation de le louer alors même que j'ai les moyens de le louer. Oui, bien sûr. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, Marie, c'est vrai que vous suivez une multitude de profils dans ce documentaire. Quel est le couple, quelle est la femme ou l'homme qui vous a le plus marqué? C'est vrai qu'il y a aussi dans ce documentaire ce couple qui souhaite emprunter de l'argent mais qui, en raison de la crise de l'immobilier, ne parvient pas à avoir autant d'argent qu'il le souhaite. Qui ont été multipliés par 4. Exactement. Et qui doit en plus quelque part faire des sacrifices aussi sur le projet. Oui, mais ils ont un toit sur la tête. Alors que Alain, qui a un travail, donc un salaire, des fiches de paie, qui est divorcé, qui a 3 enfants, il dort dans sa voiture. Ça, c'est incroyable. Et ça, c'est, pour toute l'équipe, pour nous, c'est... et il n'est pas le seul, on n'est pas, encore une fois, allé chercher les étudiants. 12% des étudiants inscrits renoncent finalement au dernier moment à suivre leur cursus parce qu'ils ne trouvent pas... Ils n'ont pas trouvé de logement. Voilà. Et donc les étudiants sont aujourd'hui dans une immense précarité de logement, précarité alimentaire, et tout ça évidemment a des répercussions psychologiques très fortes parce que son logement, c'est son refuge, donc les familles qui n'ont pas de logement, ce qu'on voit là ne sont pas... Alain est presque SDF. Ce qu'on suit, ce sont des gens assez classiques. Ce ne sont pas des gens... 12 millions de Français aujourd'hui, 4 millions vivent dans des logements inconfortables ou insalubres. C'est quasiment un Français sur 5. Le chiffre est énorme. Énorme. Et 12 millions sont sur le fil du rasoir et sont prêts à basculer dans la grande précarité du logement. Donc c'est insupportable en fait. Mais comment on peut expliquer qu'un couple qui gagne 6 000 € par mois, ceux qui vivent dans leur roulotte, dont vous avez parlé en introduction, ne trouvent pas d'appartement? Après tout, 6 000 €, ils ont les fiches de paye, etc. Évidemment, ils postulent le logement. C'est quoi le problème, Marie? Les conditions des propriétaires sont invraisemblables, pour commencer. Sont devenues un peu folles. Il faut pouvoir prouver que l'on gagne 3 fois le montant du loyer. Il faut ensuite pouvoir donner, si on passe par une agence, un pourcentage. Ensuite, 3 mois de loyer d'avance. Alors, je ne sais pas qui, même dans les classes moyennes, qui a les moyens de faire ça. Peut faire ça, oui. Ouais. Alors c'est vrai aussi, il y a un autre sujet dans ce documentaire, c'est que vous vous êtes rendu dans une maison que le propriétaire a décidé d'aménager de façon à pouvoir créer plusieurs appartements, à tel point qu'il y a parfois surtout, des familles, des femmes seules avec leurs enfants qui vivent dans des espaces très très restreints. Est-ce que c'est légal de faire ça? Alors il y a toute une partie de ce qu'on montre dans le film, évidemment, qui ne respectent pas le droit, mais c'est terrible parce que parfois même les gens savent qu'ils vont entrer dans une situation qui n'est pas normale. Oui. Mais ils veulent mettre un toit sur la tête de leurs enfants. Donc et ça devient, on entend cette conversation que nous avons eue avec ce monsieur qui nous prend de très haut et qui dit attendez, moi madame, je gère 100 appartements. D'ailleurs, il dit 100 appartements, d'ailleurs. 100 appartements, et qui nous menace, en fait. Qui dit, mais je paraphrase, mais qui dit, vous allez me retrouver sur votre chemin, etc. Bien sûr. Et c'est un monsieur... Et qui dit, il va vous poursuivre en justice, d'ailleurs, je crois. Oui, mais c'est un monsieur qui n'est pas dans la légalité, qui traite mal les gens qui le logent. Et vous a vraiment poursuivi en justice après votre appel? Alors, c'est du bluff. Je ne crois pas, je n'en sais rien, parce que c'est pas moi qui ai... Il attend la diffusion, peut-être. L'enquête. Je ne pense vous n'avez pas coupé sa séquence, en tout cas. Ah ben, bien sûr que non. De même que nous n'avons pas coupé la séquence non plus, où on voit ce promoteur avec cette femme handicapée dont le logement n'est pas aux normes pour les difficultés qui sont les siennes à se déplacer. Et qui ne lui apporte absolument aucune solution. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ce documentaire, Marie? On va parler du débat juste après. C'est que, en gros, cette crise, elle peut toucher tout le monde,
des plus pauvres presque plus aisés, enfin je veux dire aux classes moyennes, mais oui, presque un peu plus. Comme on l'avait montré dans le premier numéro de France Grand Format, on avait consacré un numéro sur à l'alimentation, à la hausse des prix, de l'alimentation, effectivement. Et de toute façon, l'alimentation, le logement sont les priorités numéro 1 des Français. Et avec l'emploi, effectivement, voilà. c'est sûr. Oui. Et on se rend compte en fait que les classes moyennes, ce qu'on appelle les classes moyennes, c'est-à-dire des gens qui vivent assez correctement, avec 2 salaires parfois, sont à vraiment pas grand-chose de basculer dans la précarité. On vit dans un monde et à une époque, un monde assez précaire et dans une époque très fragilisante. Et vous allez animer donc effectivement un débat à la suite de la diffusion de ce documentaire. Quels sont les invités qui s'installeront autour de votre table ? Alors, il y aura Guillaume Casparian, qui est le ministre du Logement, ministre délégué au Logement. Il y aura Véronique Bédag, qui est la patronne de Nexity, qui est le premier promoteur français en France, qui traverse une crise importante aussi. Emmanuel Cos, qui a été en son temps ministre du Logement aussi. Le sociologue Jean Viard. Oui. Le président de la Fondation Abbé Pierre. En fait, notre projet, c'est de compléter l'enquête avec un plateau où on peut débattre dans le calme, entendre toutes les voix du secteur et essayer de faire en sorte que les téléspectateurs de France 2 comprennent mieux les enjeux et peut-être dégagent des solutions. C'est ça, des solutions, vous allez essayer d'en apporter quand même ou pas avec le débat? On essaye, ou en tout cas vraiment de créer les moyens, parce que au mois de février, quand on a consacré notre premier numéro de France Grand Format à l'alimentation, il y avait entre autres sur le plateau la directrice générale de Foodwatch et Bruno Le Maire. Et alors, tout le monde plaisantait, il disait « mais moi, mon bureau est toujours ouvert ». Je lui dis bah, « tiens, voilà, madame viendra vous voir demain matin à 8h30 ». Donc ça n'a pas été le lendemain. Et il a dit « mais venez, je vous attends ». Mais il l'a reçu quand même. Et il a dit « je suis très à l'écoute des propositions que vous pouvez me faire ». Et elle m'a envoyé très très peu de temps après un message pour me dire qu'elle avait eu rendez-vous avec lui à son cabinet et qu'il avait été effectivement très attentif. Donc si au moins on peut être un peu utile à créer les conditions du dialogue, c'est bien. Et c'est le but aussi, public, interpeller les pouvoirs publics, c'est le but aussi un peu de ce documentaire ou pas? Ça rejoint ce que je vous dis. Vous l'espérez en tout cas. Bien sûr, je pense que par ailleurs c'est notre mission de service public. Après le logement, vous aimeriez vous intéresser à quel autre sujet ? Alors on n'a pas décidé encore, mais l'insécurité, la justice, la santé, l'hôpital, il y a beaucoup de sujets de société qui préoccupent les Français, qui nous préoccupent tous. Et je pense que voilà, il y a de quoi faire. C'est ça que je veux dire. C'est certain. Il y a de quoi faire. Il y a malheureusement de quoi faire. Absolument. Alors, je voulais juste qu'on parle d'autre chose. Si vous étiez chez Laurent Delahousse et ce week-end, et vous avez déclaré cette déclaration magnifique que j'ai trouvée. On ne peut pas avoir on ne peut pas avoir un parcours intéressant si on n'a pas connu les blessures et les échecs. Effectivement, ce que vous avez déclaré dans 20h30 le dimanche, et on peut objectivement considérer que votre parcours est intéressant, Marie, mais il y a comme ça des grandes désillusions, des grands échecs qui ont marqué votre carrière aussi. Alors, d'abord, un parcours professionnel, quel qu'il soit, exposé ou moins exposé, ne reflète pas la totalité d'une vie et d'une existence, évidemment. C'est une partie... et d'ailleurs, c'est un luxe, c'est un privilège aujourd'hui de pouvoir exercer la profession que l'on aime et qui nous épanouit. Mais bien sûr, puis arriver à un certain âge, à un certain moment du parcours, forcément, c'est souhaitable d'avoir eu des moments de bousculés, heurtés, des chagrins, des désillusions, des déceptions. Heureusement, parce que c'est comme ça qu'on se construit en tant qu'homme et en tant que femme. Ça fait aussi partir de l'intérêt d'un parcours professionnel, c'est ça, d'un parcours de vie. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, tout se nourrit, en fait. Les difficultés personnelles ou les difficultés professionnelles se nourrissent, mais c'est comme ça qu'on tente aussi de progresser. C'est intéressant, c'est ce que décrit, je ne sais pas si c'est de ça dont on va parler maintenant, mais c'est ça aussi dont il est question dans le film de Stéphane Brisé. Si, bien sûr, on va en parler, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en France... les transitions sur un plateau. Vous êtes très bonne transition, mais c'est cadeau. C'est vrai que c'est plutôt une mentalité très anglo-saxonne de se servir de l'échec. Les anglo-saxons s'en servent très bien pour avancer. En France, on a l'impression que c'est quelque chose qui plombe. Vous, c'est pas du tout votre cas. En tout cas, c'est pas pour ramener ça à ça, mais Stéphane Brisé est le cinéaste des parcours douloureux, parfois. Donc... Après 3 films, il le dit de temps en temps, il dit « je m'appelle Brisé, ça ne s'invente pas ». Mais il dit aussi qu'il aurait, sinon, s'il n'avait pas fait du cinéma, il aurait voulu être psychanalyste ou avocat. Il dit donc je fais du cinéma pour être le psychanalyste et l'avocat de mes personnages. Et c'est assez juste quand on connaît sa filmographie et son œuvre en général.
après 3 films sociaux, où il a beaucoup décrit, avec des points de vue très différents, la difficulté du monde du travail, la souffrance. D'ailleurs, notamment avec Vincent Lindon, qui était un film dans tous ces films, très fort. Oui. Vous notez d'ailleurs que ce soit La loi du marché, En guerre, Un autre monde, les 3 derniers, dans tous ces films, et les précédents aussi, il y a cette imbrication, il y a 2 histoires en parallèle, c'est-à-dire l'histoire visible et professionnelle du héros et sa vie personnelle, et les 2 sont totalement liés. C'est un peu la même chose. Il y a une femme qui m'a arrêtée l'autre jour dans la rue qui m'a dit « Ah, j'ai vu que vous aviez coécrit le prochain film de Stéphane Brisé, j'adore son cinéma, j'adore ses films. » Et elle me dit « Alors de quoi il s'agit là cette fois-ci, un film social ?» Alors j'ai dit « Non, après la trilogie sur le travail, c'est une histoire d'amour. » Et elle me regarde, elle me dit « Il y a de l'amour dans tous les films de Stéphane Brisé. » Oui, parce que dans le travail, il peut y en avoir. Damien, elle vous a servi la transition sur un plateau, là. Franchement, On y va. c'est incroyable. Ce film s'appelle Hors saison. Il va bientôt sortir. Ce sera le mercredi 20 mars. Comment est-il né? Avec Guillaume Canet. Ah oui, avec Guillaume Canet. On voit l'affiche exactement. ici, Et c'est drôle parce que, est-ce que c'est parce que vous pensez que vous ne savez pas prononcer le nom de l'actrice que vous ne le dites pas? Alors, c'est une actrice dont le père est allemand, donc je vais pouvoir y arriver. Rierweiter. Non. Rohrwacher. Rohrwacher. Mais Damien fait de l'allemand. J'habite en Allemagne. Voilà, je peux vous raconter ma vie, mais voilà, je connais un petit peu la langue de Goethe. Damien habite à Reims, donc il est quasiment en Allemagne. Eh bien, Alba Rohrwacher, qui est une star en Italie, une très immense actrice, a un père allemand, effectivement, voilà, d'où son prénom italien et son nom de famille allemand. Et comment il est né alors ce film? Quand j'ai rencontré Stéphane Brisé il y a 8-9 ans, pour un projet professionnel que je venais lui proposer en tant que productrice et qui ne s'est pas fait, je ne sais même plus ce que c'était, on a balayé ça en 2 minutes. On a parlé très très longtemps et la conversation a très vite été intime, pas personnelle, mais intime, une vision du monde, les rapports entre les hommes et les femmes, l'amitié, le couple. Et à la fin, il me dit, si un jour j'écris un film sur le couple, je te proposerais qu'on l'écrive ensemble. Bon, cut, comme on dit. Il fait, je crois qu'à ce moment-là, il n'a pas encore fait En guerre. Il fait, enfin, on devient amis à partir de ce moment-là. Donc il fait En guerre, je me souviens être allée sur le tournage pour le voir travailler. Il fait Un autre monde, il écrit Un autre monde. Il demande souvent à des amis, des proches, soit des gens du cinéma, soit pas, de lire les premières versions de ses scénarios. Donc je lis, on fait une séance de travail ensemble, je lui dis ce que j'en pense. On n'en parle plus. 1 an plus tard, il me propose de faire des essais. Donc j'ai un rôle secondaire dans Un autre monde. Et après l'aventure Un autre monde, une fois que le film est sorti, qui rencontre le succès critique et public, nombre d'entrées extraordinaires, 500 000 entrées en quelques semaines, à une période où il était très difficile de sortir des films après le Covid. Il me dit, bon bah voilà, je veux écrire ce film sur le couple, est-ce que tu es partante? Et on est parti pour 1 an. Voilà. Et là, c'est à ce moment-là que vous êtes revenu dans la course. Voilà. Un couple qui se perd de vue pendant 15 ans, qui se retrouve, qui s'aime, c'est quelque chose, c'est une inspiration aussi des choses que vous avez vécues dans votre vie ou vous êtes parti sur de la pure fiction, Marie? Il est arrivé, on a travaillé d'abord les premiers mois, on a travaillé tous les jours, 8h30, 17h, 5 jours par semaine, et il est arrivé la première fois qu'il a posé ça sur la table, parce que c'était la table de ma cuisine, il a dit voilà, je veux écrire l'histoire d'un homme et d'une femme qui se sont aimés, qui se sont quittés, qui ne se sont pas vus pendant 15 ans et qui se retrouvent 15 ans après, par hasard, hors saison. Et on a débuté là-dessus. Alors après, ce qu'on met de soi, forcément, on met de... forcément pas... pas forcément, on met forcément une forme d'intimité qui est même pas... qu'on peut même pas rationaliser, intellectualiser, voilà. Et puis il y a cette force immanente qui fait que le scénario advient sans même qu'on se soit rendu compte. Il y a beaucoup de travail, bien sûr, beaucoup de discussions, beaucoup de réflexion. Les personnages prennent vie au fur et à mesure. Mais c'est quelque chose qui nous échappe aussi à nous. D'ailleurs, je pense que j'ai beaucoup plus, on se l'est dit avec Stéphane, j'ai sans doute beaucoup plus nourri le personnage masculin que le personnage féminin, et lui, davantage le personnage inversement. Et c'est vrai que le grand public vous connaît aujourd'hui comme présentatrice, journaliste, et là on se rend compte que finalement vous êtes aussi co-scénariste d'un film. Quelle place aimeriez-vous que le cinéma occupe dans votre vie à l'avenir? Est-ce que vous aimeriez mettre peut-être un peu le journalisme de côté pour vous concentrer ce sourire en dit long, Marie. Vraiment, même si je reviens là avec France Grand Format, pour moi, le journalisme, il a quitté ma vie il y a 7 ans. Alors, il paraît qu'on dit journaliste un jour, journaliste toujours. Oui. Je ne crois pas, en ce qui me concerne, parce que je n'aurais pas été capable ni de jouer dans Un autre monde, ni d'écrire ce film avec Stéphane, si j'avais encore été journaliste, ou si j'avais quitté le journalisme 25 minutes avant. C'était pas possible. C'est incompatible. Totalement, parce que c'est pas le même...
Il m'a fallu, je pense, un vrai temps long pour m'éloigner du journalisme, de ses réflexes, de cette réflexion qui est constitutive de chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, c'est le cas, vous je ne renie rien, mais je ne suis plus journaliste. Et puis d'ailleurs, je préfère dire je ne suis plus journaliste parce que par rapport à ce que vous faites, vous, et à mes camarades anciens ou présents qui sont toujours journalistes au quotidien, c'est pas la réalité. Malgré tout, quand vous interviewez des responsables politiques, comme vous allez le faire après France Grand Format, en l'occurrence, là, vous êtes journaliste quand même. Oui, alors, vous reprenez un peu votre... Appelez ça comme vous voulez. Pardon, je pense que je vais chercher certains réflexes anciens qui étaient même devenus une seconde nature, mais je pense aussi que je ne les interviewe pas de la même façon qu'il y a 7 ans. Ah oui. Je pense que je suis un peu chargée d'autres choses, sans doute avec un peu plus de liberté, j'imagine, et finalement c'est très différent. Je sais bien que je n'aborde pas l'exercice de la même façon qu'avant, c'est sûr. Merci Marie, c'est notre dernière rubrique, au suivant. Nous recevions sur ce plateau hier Richard Orlinski, le célèbre sculpteur, et il avait une question très intéressante à vous poser, Marie. Je vous propose de l'écouter et d'y répondre juste après. Alors, Marie, voilà, j'ai une question pour toi, qui me taraude depuis bien des années, donc là j'ai la chance de pouvoir te la poser. Je voudrais savoir, est-ce que le fait de porter le nom de Drucker a été un avantage ou un inconvénient ? Intéressant. Ou les deux. Ça peut être les deux, d'ailleurs. Je ne vous fais pas une réponse faussement, je n'en sais rien. Parce que ce que je sais, ce que le monde m'a appris, l'expérience, le travail, différentes expériences, c'est que le monde du travail, quel qu'il soit, y compris dans des univers considérés comme assez privilégiés, comme le monde des médias, le monde du cinéma, est un monde extrêmement cruel. Et qu'on ne vous fait pas de cadeaux, et qu'on ne vous facilite pas la tâche, et qu'on ne vous donne pas des opportunités pour vous faire plaisir. Voilà. Donc ça, je sais ça, j'en suis convaincue. Et ce que je sais, c'est que moi, dès le début, j'ai commencé à travailler, j'avais 19 ans, je me suis imposé une discipline de travail, de force de travail, d'accepter même de me porter volontaire pour faire toutes les choses que personne ne voulait faire. Sans doute parce que dans un coin de ma tête, je ne voulais pas qu'on dise forcément, elle est là parce qu'elle est la fille d'eux, la nièce d'eux, etc. Ouais. Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai jamais abordé ça, moi, de cette façon, en me disant ça va être un avantage ou ça va être un inconvénient. Après, si dans l'esprit des gens que j'ai croisés, ils se sont dit « Ah tiens, ça peut être intéressant pour nous », je ne sais pas. Personne ne m'a jamais rien fait sentir. Et je me suis toujours, de toute façon... Et puis j'ai une éducation aussi qui fait que je pense que ça n'a jamais été une façon pour moi de jouer de quoi que ce soit. Merci Marie Drucker. Je rappelle que vous serez aux commandes d'un grand format exceptionnel mardi prochain consacré à la crise immobilière, 21h10 sur France 2, régulièrement, évidemment, le samedi au bout de l'enquête avec Alain Bauer. On n'a pas eu le temps d'en parler, malheureusement. C'est à 14h sur France 2, tous les week-ends, les faits divers. Merci Damien, le buzz de TV sera de retour dès lundi avec Estelle Dossimbe de Marie au premier regard. D'ici là, portez-vous bien et merci de votre fidélité. Merci beaucoup.